Bonjour à tous et bienvenue à Débat de presse. C'est un réel plaisir pour nous de vous retrouver chaque dimanche à partir de 11h pour discuter des grands sujets qui ont marqué l'actualité nationale et internationale au cours de la semaine. Justement, l'émission Débat de presse du dimanche 14 avril dernier a été au cœur de l'actualité cette semaine. Elle a suscité beaucoup de réactions et d'interpellations. Des Burkinabés se sont sentis frustrés et lésés par des propos tenus au cours de cette émission. Notre objectif, l'objectif de l'émission Débat de presse n'est pas de s'aimer des graines de la stigmatisation ou de la division. Au nom donc de la RTB et à mon nom propre, je présente mes regrets et mes sincères excuses à tous ceux et toutes celles qui ont senti donc un malaise ou qui ont été touchés dans leur amour-propre en regardant donc l'émission du dimanche dernier. La RTB a été entendue par le Conseil supérieur de la communication dans cette affaire et le dossier suit son cours. Dieudonné Zoumbrana est avec nous sur ce plateau. Nous allons lui permettre de s'adresser aux téléspectateurs avant de poursuivre cette émission. Dieudonné, vous avez la parole. Oui, bonjour à tous. Alors, le 14 avril 2019, sur ce même plateau de la TNB, à la même émission Débat de presse, j'ai tenu des propos relatifs à la diaspora, lesquels propos ont été jugés discriminatoires, stigmatisants et offensants. Pour une question de parallélisme des formes, et nonobstant le fait que j'ai déjà fait amende honorable dans les colonnes des différents quotidiens de la place le 19 avril dernier, je reviens sur ce sujet pour dire ceci. Je ne suis pas xénophobe, mais dire qu'il soit sur le compte d'un écart langagier ou d'un dérapage contrôlé ont dépassé mes pensées. C'est pourquoi, en ce jour spécial pour les chrétiens, la Pâque, le pilier de la foi chrétienne, en ce jour consacré, solennité des solennités, je présente mes excuses et demande pardon à tous ceux que j'ai offensés, meurtris par mes paroles, en particulier la diaspora. Comme les moines trappistes ou capucins, je vous dis 3 fois mea culpa, mea culpa, mea culpa. Merci. Merci donc pour ce mot. Nous sommes aujourd'hui, donc dimanche 21 avril, jour de Pâques, vous l'avez dit. Nous souhaitons donc une joyeuse fête de Pâques à tous nos téléspectateurs et particulièrement aux fidèles catholiques qui célèbrent la résurrection du Christ. Ceci dit, 4 sujets sont au menu de débat de presse de ce dimanche 21 avril. Il s'agit de la lettre de Blaise Compaoré à Roch Marc Christian Kaboré. Nous parlerons de la grève du syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale et de la coordination nationale des syndicats de l'éducation. La démission du Premier ministre malien Soumeylou Boubei Maïga est également au menu. Et enfin, en page internationale, nous échangerons autour de la situation en Libye marquée par une offensive des troupes du maréchal Haftar sur Tripoli. Alors, pour discuter de tous ces points de l'actualité nationale et internationale, je suis en compagnie de 4 confrères de la presse nationale. Sur ce plateau, Bourema Ouedraogo du journal Le Reporter, bonjour. Nous avons avec nous Joacin Vokouma de Kasseto.net. Bonjour. Bonjour, Sano. Zoubaviel David Dabiré de la télévision du Burkina est avec nous. Bonjour. Bonjour Sagnon, bonjour à tous. Nous avons avec nous également Dieudonné Zoumbrana de Aujourd'hui au Faso. Bonjour et merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Alors, l'actualité cette semaine, vous le savez, a été marquée par cette lettre que l'ancien président Blaise Compaoré a adressée au président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré. L'information a été révélée dans le journal Jeune Afrique et dans cette missive, l'ancien chef d'État fait part de sa préoccupation et de sa disponibilité face à la situation sécuritaire du pays en proie à des attaques terroristes. Alors comment
analysez-vous ce nouveau développement, puisque les deux hommes s'étaient déjà exprimés sur la question par médias interposés? Vokuma. Oui, c'est effectivement une lettre qui a beaucoup marqué l'actualité cette semaine, lorsque le contenu a été révélé par le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, sur insistance de l'opposition. L'opposition a demandé à ce que, si la lettre était effectivement avérée, qu'elle soit rendue publique pour que l'opinion sache exactement quel est son contenu. Donc, on n'a pas eu la lettre telle qu'elle, mais on a eu le contenu qui a été rapporté par le communiqué du ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. Sur la question, il faut se rappeler que déjà en novembre 2017, Blaise Compaoré avait déjà publié un communiqué pour démentir les accusations qui étaient portées contre lui et selon lesquelles il était derrière les attaques terroristes, qu'il avait trouvé que c'était des accusations odieuses, scandaleuses, abjectes, donc qui n'a rien à voir avec tout ça. Et dans cette lettre également qui vient d'être publiée, et donc il reprend à peu près ces mots, mais exprime aussi sa solidarité avec le peuple burkinabé. Mais le plus important, justement, qui fait l'objet de la polémique là, c'est qu'il offre ses services pour aider à lutter contre le terrorisme. Bon, je pense que là, c'est tout le débat a tourné autour de ça. Quand on prend la réponse, en tout cas le contenu de la lettre du ministre de la Communication, le gouvernement prend acte. Oui, justement, à ce niveau, il y a donc des personnes qui trouvent qu'il y a un parallélisme, il n'y a pas de parallélisme de forme, puisque c'est le président, donc l'ancien président qui a écrit à l'actuel président, serait été donc plus intéressant si la réponse venait directement de Kossiam. Bon, on suppose que c'est la réponse de Kossiam qui a été... qui est passée par le porte-parole du gouvernement. Bon, je dis, on n'a pas, à la Kossiam aussi, on n'a pas un porte-parole. Oui. On n'a pas de porte-parole à Kossiam. Ça aurait été lui, un porte-parole à Kossiam, qui aurait répondu au nom du président, ça aurait été clair. Mais là, effectivement, c'est l'exécutif, c'est le gouvernement qui a répondu via le ministre de la Communication. Mais on suppose quand même que le contenu a été validé par le président, que ce qui a été rapporté vient de lui. Sinon, ça aurait été un peu surprenant. D'accord. Alors, pour revenir sur, en tout cas, la disponibilité de l'ancien président à aider le Burkina Faso donc, à lutter contre le terrorisme, il y a des gens qui trouvent que c'est assez tard, que cette main tendue vient un peu tard. Mais juste une chose, parce que quand le gouvernement dit qu'il prend acte, c'est assez, on ne sent pas un empressement, en tout cas, une chaleur dans la réception. C'est une manière très polie, très bien élevée de dire, bon, ok, merci beaucoup, on verra bien, sans plus. Bon, mais dans mon interprétation, à mon avis, c'est une façon de dire, on va s'occuper de nos affaires, occupe-toi aussi de tes affaires. D'accord, mais est-ce que ça vient trop tard, justement, Bourema? Moi, je fais partie de ceux qui pensent que depuis le 15 octobre 1987, tout ce qui vient de Blaise Compaoré doit être pris avec beaucoup de pincettes. Parce que, entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, que ce soit durant son mandat, durant tout le temps qu'il a été au pouvoir, ou après qu'il ait quitté le pouvoir, souvenez-nous comment quelqu'un... Le problème avec Blaise Compaoré... La fête de promesses qui ont été peut-être tenues quand même, on ne peut pas dire que tout... Non, je n'ai pas dit que tout est faux, mais j'ai dit ça nécessite effectivement qu'on les prenne avec beaucoup de pincettes. Première chose, ça fait 3 ans déjà que le pays est soumis à ces attaques terroristes. Blaise Compaoré, en tout cas, officiellement, on ne l'a pas entendu dire qu'il offre ses services en dehors de ce qu'on communiquait de 2017. Ensuite, aujourd'hui, en fait, on a comme l'impression que le principe, c'est-à-dire l'élément premier de sa lettre, c'est pas pour offrir ses services par rapport à la lutte contre le terrorisme, mais c'est pour réagir et interpeller le président Kaboré par rapport aux propos qu'il a tenus sur son compte. Troisième chose, quand Blaise Compaoré dit, et après, on retrouve dans son courrier des propos relatifs à la réconciliation, des propos relatifs à l'inclusivité,
ça ressemble à des déjà-vus. On a comme l'impression qu'on est en train de nous embarquer encore dans une ruse politique qui effectivement intervient dans un contexte où il y a d'autres acteurs politiques qui crient depuis plusieurs mois qu'il faut aller à la réconciliation, qu'il faut faire venir les exilés. Est-ce que tout cela ne contribue pas à embrouiller le propos? Le timing, en tout cas, pose parce qu'il y a des concertations actuellement en cours. Je pense qu'à la fin du mois, le président du Faso doit recevoir en tout cas les acteurs politiques pour des concertations sur les grands sujets d'intérêt national. Et dernière chose, Blaise Compaoré quitte le Burkina Faso. Après 27 ans de pouvoir, il va immédiatement prendre la nationalité ivoirienne. Moins d'un an après. Quand ce monsieur dit qu'il offre ses services pour rétablir la paix ou rétablir la sécurité au Burkina Faso, il faut prendre ça avec des pincettes. Oui. Alors, effectivement, nous n'avons pas toute la teneur de la missive du président Compaoré au président Kaboré, donc on ne peut que réagir sur ce que le communiqué du porte-parole du gouvernement a été donné et d'entendre. Alors, de ce communiqué, moi je retiens deux choses, deux termes clés. Une main tendue et réconciliation. Alors, mais je ne dissocie pas la main tendue du contexte actuel. Alors, parce que quand on prend le contexte, Blaise Compaoré est aujourd'hui à Abidjan, où il n'est pas forcément en bonne odeur de sainteté avec le pouvoir abidjanais. Parce qu'on sait qu'il a toujours été un soutien de Guillaume Soro, qui lui-même aujourd'hui n'est pas en bon terme avec le palais de Cocody. Et si aujourd'hui les Ivoiriens décident d'appliquer un peu cette maxime de George Bush qui dit que celui qui n'est pas avec nous est contre nous, il va de soi aujourd'hui que si Blaise Compaoré réitère son soutien à Guillaume Soro, c'est dire qu'il a pris peut-être son camp. Et ça ne sera pas toujours facile pour lui de rester à Abidjan et soutenir Guillaume Soro. Alors ça, c'est un peu le premier contexte. La deuxième des choses, c'est que la lettre arrive à un moment où, pour paraphraser Chérif Sy, les forces de défense et de sécurité burkinabè reprennent du poids de la bête. Naturellement, quand un compatriote demande à soutenir son pays qui traverse des moments difficiles, c'est salutaire. Mais est-ce que cette main, elle est sincère? Alors, la troisième des choses que j'ai remarqué, c'est que, de façon subtile, c'est une main tendue qui est assortie de conditions la réconciliation nationale. Parce qu'effectivement, il a parlé de main tendue, j'ai vu ça un peu comme une façon d'offrir ses services au Burkina Faso dans ce contexte et de dire en même temps, de glisser ce mot qu'on entend tous les jours, qu'on nous ressasse tous les jours, réconciliation nationale. Alors, dans ces conditions, est-ce que... oui, nous on va poser peut-être la question. Est-ce qu'il faut peut-être saisir cette main tendue, de l'ancien président Blaise Compaoré sur ce même plateau? Plusieurs fois, vous avez parlé de diplomatie souterraine. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, le problème c'est qu'effectivement, on ne connaît pas la teneur de ces échanges épistolaires-là. Effectivement, le 29 mars dernier, le tout-puissant ministre de la Défense, Ahmed Abobo, Ahmed Bakayoko, a amené une missive de son patron à son homologue burkinabè, lequel a répondu quelques jours après. C'est le ministre de la Communication qui a publié la lettre. Le gouvernement prend acte. Mais on ne sait pas, on a eu des bribes, mais on ne sait pas au juste ce que propose Blaise Compaoré. On dit qu'il est prêt à soutenir Roch dans la lutte contre l'insécurité. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que tu penses qu'il faudrait publier le contenu de Non, moi je pense que effectivement c'est la diplomatie souterraine qui a commencé. J'en avais parlé plusieurs fois au moment des équipés terroristes quand on étalait nos gars. Bon, ces lettres qu'on nous présente, qu'est-ce qui se passe? Puisqu'on dit aussi la diplomatie, comme on dit, c'est une chorégraphie des non-dits, certains diront même du mensonge. On ne vous dit pas d'où, tout ça, ça peut être noir, on va vous dire c'est marron. C'est ça aussi la diplomatie. Par contre, je ne suis pas totalement d'accord, je partage un peu ce que dit Bourema, mais pas totalement. C'est vrai que, en tant que petit observateur de la scène politique, j'ai observé Blaise Compaoré durant son interminable règne de 27 ans. C'est un monsieur, quoi qu'on dise, qui a l'intelligence politique. Vous voyez, quand il prend une décision, c'est-à-dire qu'il a déjà
il a déjà sa décision. Quand il y a eu, face à une situation, c'est un monsieur in petto, intérieurement, il a déjà pris. Mais il va écouter tout le monde. Mais il a déjà, comme on dit, il a déjà fini avec le problème. Mais il donne l'impression que... Donc, c'est un animal politique au sens fort de Aristote. Donc, pour ce cas d'espèce-là, cette lettre-là n'est pas anodine. Pour moi, Blaise est en train d'anticiper. Maintenant, on peut conjecturer il prépare le terrain de la réconciliation. Oui, on peut conjecturer à souhait. Est-ce que c'est la réconciliation sincère qu'il prépare? Est-ce qu'il sent que en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire devient une camisole de force pour lui, vu l'existant politique qui se dessine? Et il est en train... Parce que, comme on dit, on n'est jamais... L'exil doré n'existe pas. L'exil... Oui. Donc, est-ce qu'il ne veut pas revenir au Burkina, peut-être ne serait-ce que pour inaugurer les chrysanthèmes et peut-être une personnalité morale qu'on va consulter? Tout ça, on ne sait pas, mais je sais que ensuite, il faut qu'on se garde bien souvent de rentrer dans la bagarre de ces gars. Vous savez, entre Roch et puis Blaise, en 2016, un an après l'anniversaire de l'arrivée au pouvoir de Roch, on a eu une émission avec le président du Faso à Kosiam. J'avais posé la question au président à l'époque, est-ce qu'il est prêt un jour à prendre son avion pour aller à Abidjan pour rencontrer Blaise? La réponse était catégorique, c'est non. Mais au fil du temps, on voit, c'est la réconciliation qui est... Maintenant, c'est vrai que le timing pose problème parce qu'aujourd'hui, le président du Faso aussi a engagé des pourparlers qui sont là. Et c'est dans le même temps que Blaise propose ses services. Je termine. Est-ce qu'il veut revenir au pays? Mais je dis qu'entre ces deux hommes-là, il faut souvent, parce que c'est déjà... Il y a 27 ans quand même, plus que ça, de compagnonnage qui lie ces deux hommes-là. Et souvent, c'est des vieux compagnons. Quand deux amis se brouillent, souvent pour les réconcilier... Non, il n'y a pas que deux amis, ce n'est pas que deux amis. Oui, non, mais je vais dire non. Pour le moment, c'est entre Roch et Chaud. Parce que si les deux se parlent déjà, ça peut déjà dérider la situation comme ça peut l'envenimer. J'aurais l'occasion d'une rencontre sur le TAC à Abidjan. Alors, des informations avaient circulé sur les réseaux sociaux disant que le président Kaboré avait téléphoné donc, au président Compaoré et ça avait fait beaucoup de polémiques. Le ministre en son temps des Affaires étrangères était venu sur notre plateau pour dire qu'il n'en est rien et que les deux hommes ne s'étaient pas Rien ne nous interdit de penser qu'un jour, la présidente ivoirienne peut arranger un rendez-vous entre Roch et puis Blaise. À moins que la présidente ivoirienne n'ébruite l'affaire, ça peut se goupiller en secret. Mais c'est sûr que ça va se savoir un jour. C'est ça la diplomatie souterraine. Nos supputants, c'est des choses dont nous n'avons pas forcément la teneur, comme on l'a dit. La question de la lettre, premièrement, effectivement, rien ne nous dit que la lettre, c'est le communiqué publié par le ministre porte-parole du gouvernement, le ministre de la communication, est la réponse à Blaise Compaoré. Rien ne nous dit que le président Kaboré n'a pas répondu directement à Blaise Compaoré. On n'a aucune preuve aujourd'hui que ça n'a pas été fait. Mieux, quand les gens disent qu'il faut publier la lettre, moi je pense qu'il faut que dans ce pays-là, on commence à respecter le minimum éthique. Même quand on est sur le terrain politique. L'information déjà suffit. Il faut qu'on respecte déjà la confidentialité de la correspondance. Même si c'est du... Si le président Blaise Compaoré sait ce que c'est qu'une lettre ouverte, s'il voulait que ça soit publié, il aurait dû publier. Maintenant, effectivement, on a comme l'impression qu'on même on a forcé même le président du Faso à faire un communiqué parce que il y avait le contenu était déjà sur les réseaux sociaux parce que notre confrère Jeune Afrique l'avait déjà annoncé avec un certain nombre de détails concernant ce courrier. Et c'est d'ailleurs, quand vous lisez le communiqué, c'est principalement en réponse aux éléments contenus dans l'article de Jeune Afrique qu'on retrouve dans le communiqué. Les autres aspects, on voit rien du tout. Donc il faut qu'on reste effectivement sur ces questions. Pour revenir à ce que Dieudonné dit, il faut quand on parle de réconciliation, il faut que la classe politique comprenne une bonne fois pour toutes que leurs angoisses personnelles, les règlements de leurs problèmes personnels, de leurs angoisses personnelles ne sauraient tenir lieu de réconciliation nationale. Ça, c'est un fait. Parce que la réconciliation veut dire qu'on crée les conditions pour que tous les Burkinabés de toutes les conditions, effectivement, se sentent à un moment donné que nous avons commis, nous sommes allés, en tout cas, nous sommes écartés. Je termine. Nous sommes écartés d'un certain nombre de principes et il est bon qu'on retrouve ces principes qui
nous permet de vivre ensemble. On a bien compris votre position. Parce qu'on a compris votre position. On le laisse en 30 secondes. Non, là, je pense que souvent, même l'autre, je ne suis pas d'accord. Quand vous dites que les individus... Mais souvent, même pour une histoire de fesses, un pays peut connaître une guerre civile. Non. Quand vous dites qu'il faut qu'on... Ok, dans le principe, c'est vrai que c'est des camarades. Mais vous savez bien que le Burkina est gouverné par quoi? Par des anciens camarades depuis le ROC, le regroupement des officiers communistes, l'ULCR, l'ULC. C'est les mêmes camarades aujourd'hui qui se sont brouillés. Donc faisons attention en disant que non. Ne réconcilieront pas le Oui, mais malheureusement, ils tiennent le pouvoir. Ils tiennent le pouvoir et qu'on ne peut pas dire que non, tant qu'eux ne s'entendent pas, le Burkina. Parce que c'est eux qui sont au devant. Et il faut faire attention vraiment. Moi, je pense qu'il ne faut pas qu'on déplace le problème. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas une question d'individu. Mais c'est une question de gouvernance, c'est une question qui intéresse une nation. Okay. Quand le président Compaoré parle de réconciliation nationale, quel contenu est-ce qu'on doit donner à cette réconciliation? Est-ce qu'il s'agit d'absoudre tous ceux à qui on reproche... Il l'a déjà fait en 2001. Voilà. Est-ce qu'il s'agit aujourd'hui... Ils vont pas nous ramener dans ça. Voilà. Est-ce qu'il s'agit aujourd'hui d'absoudre tous ceux à qui on reproche les plus graves crimes contre l'état de droit? Ou est-ce qu'il s'agit d'abord même définir quels sont les partis en conflit ici? Parce que c'est une question peut-être subsidiaire pour les politiciens, mais pour moi c'est une question fondamentale. Quand on parle de réconciliation, ça veut dire qu'il y a des partis qui ne s'entendent pas. Et maintenant, on veut créer les conditions pour les rapprocher. Ici, quels sont les partis qui ne s'entendent pas? Est-ce la classe politique et le peuple? Est-ce que le peuple qui est divisé en lui-même? Ce sont des questions comme ça. Il faut situer d'abord les partis en conflit. Et la deuxième des choses, maintenant, créer les conditions. Et de ce que moi je sais... Généralement, les partis dont vous parlez, ce sont peut-être que les gens se regroupent par partis politiques aussi. Et si les leaders des partis politiques sont en conflit, est-ce qu'il ne faut pas chercher à régler ce problème? Pour moi, il y a une fracture sociale aujourd'hui. Il y a une mauvaise répartition des richesses. Il y a une crise de gouvernance qui font que certains Burkinabés ne se reconnaissent pas forcément dans la marche de l'État. Mais le problème qui concerne Blaise Compaoré et Roch-Marc Christian Kaboré, ou encore le docteur Ablassi, ou Gilbert Noël Ouedraogo, en quoi est-ce que les problèmes individuels-là peuvent déteindre sur le peuple de sorte à ce qu'on décide d'absoudre les gens? Il s'agit de ça seulement parce que Blaise Compaoré a géré le pouvoir d'État. Donc il a posé des actes, vous avez parlé des crimes, il y a des crimes économiques, il y a des crimes de ça. On va écouter Bokuma sur ce point, on vous a tous écouté. Oui, Bokuma. Oui, bon, c'est un sujet qui revient régulièrement. Mais depuis la publication, du moins le communiqué du ministre de la Communication, moi j'ai essayé de voir un peu dans le camp de la majorité présidentielle comment ils accueillaient cette main tendue. Et je peux dire que ceux que j'ai consultés, personne n'est vraiment réceptif à cette lettre-là. Donc, pour l'avenir de cette lettre, je ne suis pas trop optimiste. Voilà. Maintenant, sur la réconciliation. Le président du H-Kroun a rencontré le gouvernement cette semaine également, où il a été question de réconciliation nationale. Et ce qu'il a dit, c'est quoi? Il dit ce que le président du FASO dit depuis longtemps. La réconciliation passe par la vérité, la justice d'abord, puis ensuite le pardon. Ça, c'est ce qu'on a connu un peu partout dans le monde. Que ça se passe devant les tribunaux classiques ou bien des tribunaux parallèles, On parle dans ce dossier de plus en plus de justice transitionnelle. Oui, mais même la justice transitionnelle, il faut que des gens reconnaissent qu'ils ont commis des torts à des gens et qu'ils demandent pardon. Oui, c'est ce qui va se... C'est le triptyque. Une minute, voilà, et puis voilà. En 30 secondes, voilà. Je termine. Parce que j'ai toujours dit, celui qui donne le pardon, c'est celui qui a été agressé. C'est celui qui a subi un tort. Ce n'est pas le bourreau qui impose le pardon. La justice peut régler un différend entre deux personnes. Je commets une injustice contre vous, la justice me condamne à réparer l'injustice. Mais ça ne peut pas pour autant que vous et moi nous sommes réconciliés. La réconciliation vient de la personne qui a été victime, qui dit « Ok, je passe sur ce qui s'est passé, la justice a réglé. » Dans ce cas de notre réconciliation-là, il faudrait bien qu'on identifie les personnes qui ont été lésées, les victimes. Ce sont ces personnes-là qui doivent actionner
qui est au devant du processus de réconciliation Saillon, nationale. Si on impose, si les coupables imposent les termes de la réconciliation, ça va se passer comme on a connu en 2011. Sur cette question, il y a beaucoup de confusion. Parce qu'aujourd'hui, il vous souviendra que même au tribunal militaire, il y a un célèbre témoin qui allait s'asseoir et qui demande à un juge de tenir compte de la réconciliation. Il y a de la confusion. Nous sommes dans un état de droit qui est gouverné par des textes. On passe d'abord par un tribunal qui juge, qui établit les faits. Maintenant, sur le lendemain, le juge rend sa décision. Maintenant, sur le lendemain, le président du FASO, du haut de ses prérogatives, décide de passer à la réconciliation nationale, ça s'est fait. Mais vous ne pouvez pas revenir à la situation du 30 mars où on a jeté des colombes sans dire à quelqu'un qui a fait quoi. Et après, on est retombé encore dans les mêmes travers. Donc pour moi, ici, le gouvernement même n'a pas intérêt à s'hasarder aujourd'hui sur des chemins tortueux qui vont nous rattraper demain. D'accord, on vous accompagne. Saillon, tout de suite tu as parlé de justice transitionnelle. L'an passé, en juin, j'ai animé un panel sur la justice transitionnelle à Bobo, sur l'invitation du Diaconia. J'ai fait une communication sur ça. Cette justice transitionnelle, c'est quoi? C'est copié sur le modèle de l'Afrique du Sud. Le Rwanda l'a réussi aussi avec les Gacaca. Mais pour d'abord entrer dans ce carnaval, d'abord c'est les autorités qui décident. Parce qu'il y a la justice ordinaire, moderne, classique, et il y a la justice transitionnelle. Mais comme le dit Joubaviel, il faut qu'on sache qu'est-ce que un tel a fait, qui a fait quoi, quels sont les coupables, quelles sont les victimes. On les met face à face, mais il ne faut pas qu'on essaie de copier benoîtement ce qui s'est passé en Afrique du Sud et autrement. Donc je pense que aujourd'hui, supposons même que Blaise soit le mentor réel ou fantasmé de ces terroristes-là. S'il vient ici, il va sans dire que s'il y a les preuves, il faut qu'il réponde avant d'abord de s'amender et de rentrer dans les rangs. Donc je pense que les gens font effectivement une confusion et c'est ça qui divise la classe. Il y en a qui disent non, il faut la réconciliation, allons dans la réconciliation, il faut qu'on passe par... Voilà, il faut brûler des étapes. C'est ça aujourd'hui qui divise les populations. Votre position sur la question, oui, vraiment. Il faut qu'on... Moi, je dis très rapidement, Blaise Compaoré aujourd'hui fait l'objet d'un mandat d'arrêt international par la justice burkinabé. Prenons rien que c'est fait. Est-ce qu'aujourd'hui, il peut être au cœur d'un processus de réconciliation nationale tant qu'il n'a pas soldé les faits pour lesquels on le poursuit? En dehors de Blaise Compaoré, tous ceux qui sont poursuivis devant les tribunaux pour des faits ou des crimes commis sur des Burkinabés, est-ce que c'est le pouvoir qui va dire on va faire la réconciliation? Il ne faut pas se tromper. Si le pouvoir le fait, il crée les conditions pour que ce qu'on a connu en 2001 et qu'on retrouve dans cette situation, la prochaine sera encore beaucoup plus pire, sera encore pire plutôt, et qu'on risque effectivement de se retrouver dans une situation où on ne souhaiterait pas. C'est pourquoi il faut demander aux politiques que de faire attention dans leurs démarches et leurs propositions, parce que les problèmes personnels ne doivent pas faire en sorte que et leurs agendas et calculs politiques ne doivent pas conduire le Burkina là où effectivement nous ne souhaitons pas tous y aller. D'accord, voilà. Merci en tout cas à tous pour vos différentes contributions, vos différentes analyses sur ce sujet. On va parler d'un tout autre sujet. Vous savez bien que la semaine a été marquée également par des mouvements et des grèves. Le syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale et la coordination nationale des syndicats de l'éducation ont observé un arrêt de travail respectivement les 17 et 18 avril dernier. Alors les deux syndicats réclament l'application des protocoles d'accord signés avec le gouvernement. Alors qu'est-ce que ces deux mouvements vous inspirent comme commentaire aujourd'hui? Bourema. Oui, mais c'est ce qu'on a toujours dit. Tant que le gouvernement, on a toujours dit que tant que le gouvernement signe des accords avec les syndicats, il va falloir qu'ils trouvent les moyens de les respecter. C'est ça aussi, être autorité. On ne peut pas prendre les engagements et ne pas les respecter. Ça, c'est un autre problème. Parce que tant qu'ils vont continuer à signer des accords, on va se retrouver toujours dans cette situation. Et moi, le premier responsable de cette situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui n'est autre que le gouvernement. Parce que c'est lui qui s'est engagé sur des questions dont il n'a pas les moyens de régler le problème. Alors, le président du FASO avait demandé, je pense que c'était en début d'année, une trêve sociale pour pouvoir gérer certains... Qu'est-ce qu'on fait de cette trêve, de cette demande du président du FASO? Oui, mais la trêve suppose qu'on fasse... On ne demande pas une trêve à quelqu'un comme ça, qui attend... Vous prenez un engagement avec des acteurs. Si vous voulez une trêve, il faut leur proposer quelque chose pour soutenir cette trêve.
La trêve l'avait dit, si on vient leur dire, écoutez, on a signé un accord, mais il se trouve que voilà, dans telle situation, nous n'avons pas les moyens effectivement de pouvoir régler tel problème. Donc nous demandons une période transitoire jusqu'à tel délai pour pouvoir régler le problème. Sinon, quand on dit, on demande une trêve comme ça, et que les autres, moi j'aurais été surpris de voir les syndicats accepter une telle trêve. Du reste, je crois qu'ils ont respecté cette trêve-là parce que depuis le début de l'année, c'est maintenant par exemple que la coordination des syndicats de l'éducation et les syndicats vont en grève. L'autre problème qu'il faut aussi que les syndicats aussi, et là aussi c'est un débat qu'il faut qu'on repose en toute objectivité, sans parti pris. Il y a des questions aussi qui se posent au gouvernement qui font que, avec par exemple ce qui se passe au ministère de l'économie et des finances, quelle que soit la bonne volonté du gouvernement, le gouvernement ne peut pas avoir les ressources pour satisfaire aux revendications des autres syndicats. Donc il faut reposer les problèmes. Parce que si on se met dans un système où eux ils bloquent tout, les autres syndicats grèvent, on rentre dans un cycle infernal où personne ne sortira gagnant. D'accord, oui, beaucoup. Oui, c'est comme disait Bourema tout à l'heure, il y a le volet financier des revendications qui pose problème. Parce que quand on regarde le DG des impôts a publié la semaine dernière des statistiques sur les rentrées fiscales. Devises, oui. Voilà. Mais on se rend compte qu'il y a une chute. Je ne suis même pas sûr, enfin, je ne veux pas mettre en doute la fiabilité des statistiques qu'ils donnent, mais je me suis peut-être rassuré de voir une baisse drastique. une baisse. Je suis même rassuré du niveau de baisse parce que je m'attendais à pire que ça. Donc, mais ils sont à 96%. Parce que les trucs sont remplis, les gens font en ligne. Oui. Bon, voilà. Avec la banque aussi. La banque aussi, voilà. Donc, bon, ça, c'est des statistiques. C'est pour ça que je vous dis, je ne veux pas mettre en doute ces chiffres. Mais le résultat, c'est qu'il y a un manque de ressources financières pour supporter l'ensemble des revendications qui ont été formulées et qui ont été fait l'objet de signatures d'accords avec les différents syndicats. Ça, il faut le dire. Dans le budget en cours, il manque des ressources pour le faire. Le gouvernement ne peut pas sortir comme ça, le dire. Ils essaient de jouer avec le temps, de faire des manœuvres pour décaler, gagner du temps en essayant de chercher un peu des sous un peu partout. Le FMI doit venir pour auditer encore le pays. Donc il y a tout un ensemble de problèmes. Mais sur les syndicats de la santé, ils ont formulé aussi des revendications qui ne sont pas forcément financières. Et ils demandent la garantie des libertés publiques, le droit de grève, la gestion transparente des formations sanitaires, la fin de l'impunité, la fin des raquettes dans les formations, sanitaires. Bon, je veux dire, c'est quand même un sujet assez grave qu'on peut régler sans incidence financière. Je pense que sur ce sujet-là, le gouvernement doit responsabiliser les responsables des centres de santé. Les syndicats de l'éducation, peut-être qui posent aussi certaines revendications qui ne sont pas forcément donc financières. Financières, voilà. Donc il faut qu'il y ait une volonté politique de régler un certain nombre de problèmes. Les Burkinabés savent que la situation est difficile, mais s'ils sentent aussi qu'il y a une volonté, un pas qui a été fait par le gouvernement allant dans le sens de revendiquer, de satisfaire les revendications, peut-être que même les acteurs sociaux eux-mêmes, qui sont très compréhensifs depuis longtemps, vont mettre balle à terre en attendant, ils vont prendre ce qui a été donné en attendant d'obtenir un peu plus. Alors, on se pose beaucoup de questions dans le contexte actuel. On voit beaucoup de syndicats, en tout cas, qui font des luttes de corporation, alors que nous sommes dans une dynamique de remise à plat, donc des salaires des agents publics. On ne comprend pas comment tout ça va s'agencer, en tout cas. Les accords avaient été signés avant la... Oui, mais et si on met en application la remise à plat, qu'est-ce que tout ça devient? On ne sait plus ce qui se passe. Non, je pense que si on écoute le SG et Pisiamba Ouedraogo, le SG du Sincha, et puis le premier responsable aussi du CNCE, Bonaventure Belem, tout est focalisé sur le protocole d'accord. Je pense que si, mais est-ce que, comme l'a dit Bourema, est-ce que le gouvernement peut appliquer ce protocole d'accord-là à l'heure actuelle, vu par exemple ce qui se passe au Sinafi? On est à un moment, à un printemps, au Minifi. On est à un moment où il y a un printemps des grèves. C'est une épidémie de grève telle que le gouvernement est pris, je le dis, est pris à la gorge. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des accords qui ont été signés lors de la mise à plat justement. Est-ce qu'il faut appliquer le primat de cette mise à plat-là sur les accords antérieurs, ou est-ce
il faut faire prévaloir ces accords-là au détriment de cette mise à plat-là. Ça, c'est un peu un dilemme cornélien qui taraude le gouvernement. Moi, je n'ai pas... Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, on est depuis 2 ans pratiquement, c'est des grèves perlées et malheureusement, le gouvernement tente. Parce que à ce rythme-là, je l'ai dit, on va à l'assassinat pur et simple de la fonction publique. Puisqu'au finish, la fonction publique ne va pas exister, puisque chaque corporation demande en réalité un statut particulier. Puisque ces accords, ces protocoles qu'on signe là, ça concerne telle corporation. Donc on applique. Demain, c'est telle corporation qui se lève. Donc finalement, quid de la fonction publique? La fonction publique au finish ne va pas exister. En tout cas, cette en fait, conférence sur les rémunérations donc, des agents de la fonction publique avait été initiée justement pour mettre fin aux inégalités donc, qu'il y avait dans le traitement salarial des agents de la fonction publique. Mais on continue de voir en tout cas que, bon, de façon parcellée, en tout cas, les différents syndicats se battent toujours pour des intérêts qui ne concernent que leur plateforme. On ne voit pas pratiquement les autres dire, bon, allons à la mise en œuvre donc, des applications, des accords qui ont été signés dans, donc, au cours de cette conférence de remise. Oui, mais c'est que même la conférence, depuis même, je peux dire que depuis le début de cette affaire de conférence, il n'y avait plus de grève. Il y avait une sorte de... J'allais dire, il y avait une sorte d'accalmie qui était là. Tout le monde attendait de voir ce que ça allait donner. Bon, entre-temps, le gouvernement n'a pas pris les dispositions les meilleures pour anticiper. C'est-à-dire que donner la bonne information au bon moment. Pire, vous avez vu que le 8 mars, l'Alliance Police Nationale a bousculé encore le gouvernement qui est rentré dans une dynamique de signature de protocoles et autres à côté de ce qui était présenté comme une sorte de solution miracle aux différentes crises que nous connaissons aujourd'hui au niveau de la fonction publique. Alors, je dois rappeler qu'en janvier 2018, moi j'ai été au Premier ministère où on a signé le protocole d'accord. C'était le 27 janvier. Voilà, le protocole d'accord avec les enseignants. Il y avait même une caution morale qui était là. Les religieux étaient là, les coutumiers et un certain nombre de personnes qu'on a pris quand même pour essayer de convaincre les enseignants que le gouvernement était résolument engagé sur cette voie-là. Bon, il y avait des menaces en tout cas sur qui planaient sur l'année scolaire. Bon, ils se sont modérés, ils ont essayé de revoir un peu et baisser la tension. Plus d'une année après, même le minimum, la correction même des indemnités et autres, là, on peut dire que ça même, ce sont des questions peut-être, des questions d'argent, et comme on le dit, peut-être que la situation n'est pas très favorable, mais les kits, les cantines, il y a un certain nombre de choses. Ça c'est lié donc. Oui, ça peut, être, oui, je comprends que ça peut être lié. Non, je comprends que ça peut être lié, mais depuis janvier 2018, la gouvernance c'est une prévoyance aussi. Donc il y a un certain nombre de choses. Et pour finir sur la question, quand on a nommé le nouveau Premier ministre, quand il est arrivé, tous ces dossiers étaient sur sa table. Il n'a pas daigné jeter un coup d'œil là-dessus. Bon, il a passé son temps à demander des bénédictions. Voilà. Mais c'est à la dernière minute qu'il a demandé aux financiers. C'est à la dernière minute qu'il a demandé aux financiers. Donc, de la coordination nationale des syndicats de l'éducation. Peut-être que la solution n'est pas encore trouvée. Bon, oui, mais c'est à la dernière minute qu'il a demandé aux financiers de venir s'asseoir sur la table de négociation pour qu'on trouve une solution pour un problème qui était déjà posé dans la loi de finances 2019 où on avait dit on va vous accompagner à solder un certain nombre de choses. Personne n'a rien dit jusqu'à ce que la crise s'installe. Alors, juste en 30 secondes. Voilà, sur les revendications. Le point qui achoppe, c'est le statut valorisant des enseignants. Ça, il n'y a pas de consensus dessus. Il n'y a pas de consensus. En revanche, les indemnités de logement et les bonifications d'échelon, c'est en cours. C'est en cours, le processus a été lancé. Ça, n'importe qui peut le vérifier. Les garanties populaires, effectivement, là, l'accord n'a pas été respecté. Et les kits pédagogiques aussi, je crois que c'est lié au statut valorisant de l'enseignant. Donc, c'est ce point principal-là qui fait l'objet, parce que le premier point, le problème, c'est que les syndicats demandent qu'au niveau du primaire, on passe déjà au bac, pour le recrutement des enseignants. Oui. Mais ça, c'est déjà un acquis, non? Non, il y a des incidences financières. C'est justement tout ça, ça rentre sur le statut des valorisants des enseignants. Et là,
Je pense que dans les semaines qui vont venir, c'est ce débat-là cette discussion qui doit alors, être on ne parle pas du temps. Il nous reste 15 minutes, deux sujets sur la table. Donc, 20 secondes, parce que vous êtes déjà exprimé très sur le rapidement sur sujet. cette question. En fait, comme je l'ai dit, le gouvernement doit... Mais quand on dit qu'il y a eu une conférence de remise à plat, pour la remise à plat des rémunérations, pour créer les meilleures conditions d'équité, le minimum aurait été qu'au lendemain de la conférence, ou à la veille de la conférence, à partir du moment où vous avez signé des accords, qu'il faut travailler déjà, négocier même la participation et l'adhésion de ceux qui ont ces accords-là, qui constituent pour eux, ça dit des acquis. Il fallait renégocier, parce que si ça doit être remis en cause, il faut renégocier avec eux. Or, en fait, on a comme l'impression que le gouvernement allait à cette conférence sans une partie de ceux avec qui il a signé des accords, qui tiennent ces accords pour acquis et qui n'ont pas participé à cette conférence, donc ne reconnaissent pas les résultats de la conférence et attendent effectivement à ce que leurs acquis soient mis en œuvre. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Si après la conférence, le gouvernement ne renégocie pas effectivement l'application de ce qui a été retenu au niveau de la conférence, moi j'ai bien peur qu'on ait fait une conférence pour rien. Moi je pense que le gouvernement est confronté à 3 problèmes. C'est vrai que les caisses de l'État, l'économie n'est pas au mieux de sa forme. Ça, c'est le premier problème et il n'y a pas d'argent. Il y a aussi un déficit de communication et in fine, je crois qu'il y a le gravissime problème de management. Parce que tout ça vraiment, de management, et il faut que là-bas, le gouvernement revoie sa copie. D'accord. On a bien compris donc vos différentes interventions sur le sujet. Dieudonné donc qui réclamait beaucoup la parole. On vous permet de la garder pour parler du Mali avec donc la démission du Premier ministre Boubaye Maïga, donc qui a fini par démissionner sous la pression donc des députés. Alors comment donc vous analysez ce qui se passe au Mali? Bon, on peut dire que finalement, Ibeka a cédé et il a fait sauter le fusible parce que déjà, depuis plusieurs jours, la tête de Boubaye Maïga était sur le bio. Il y a d'abord la puissante confrérie conduite par le tout-puissant Mahmoud Dicko qui réclamait la tête du Premier ministre. Il y a l'opposition, et même le RPM, le parti présidentiel s'en est mêlé. Et finalement, le locataire du palais de Koulba a préféré encore faire sauter. Je ne suis pas totalement d'accord avec cette défenestration-là, parce que je pense que Boubaye Maïga, c'est un Premier ministre qui a bien travaillé, bien avant même. Ça a été l'artisan de la réélection, quelque part de la réélection de Ibeka. Même on l'accuse que sécuritairement, il n'a pas brillé. Mais c'est un monsieur quand même qui a fait des tournées dans les zones... Oui, mais dans les zones... fraude aussi, mais c'est ça, je dis, quand le mercure saute, il faut trouver un bouc émissaire, il faut le faire sauter. Bon, quand il y a tous ces faux, mais on voit le Premier ministre, mais qui a nommé ce Premier ministre? C'est Ibeka. Donc, je trouve que c'est un monsieur, quoi qu'on dise, on l'a sacrifié, c'est normal. Quand ça chauffe, il faut trouver un bouc émissaire. Mais je trouve que c'est un monsieur qui a bien travaillé, qui a été l'artisan de la réélection de Ibeka. Et je pense que Ibeka, il a été rattrapé encore par ce que j'appelle le syndrome du premier mandat. Je m'explique rapidement. Lors du premier mandat, et durant les 5 ans, Ibeka a eu 5 premiers ministres. Son cimetière premier ministériel est rempli. Donc, voilà encore qu'il recommence. C'est comme un monsieur, quand tout le temps vous divorcez, vous changez de femme, quand même, un jour, on va dire, est-ce que c'est vraiment pas vous? Donc, je pense que quelque part, est-ce que Ibeka ne va pas? Parce que ça aussi, c'est une déperdition. S'il faut l'espérance de vie d'un Premier ministre, c'est toujours un nouveau Premier ministre vient, il va nommer il faut que ces ministres-là nomment de nouveau. C'est de la déperdition. Donc je pense qu'il faut que Ibeka trouve maintenant un Premier ministre qui va quand même faire dans la durée pour un peu appliquer son programme. D'accord, moi, je fais une toute autre lecture de la situation parce qu'au Mali, c'est qu'il ait bien travaillé ou pas. Pour moi, ce n'est pas ça l'enjeu de la chose. L'enjeu ici, c'est un peu du jamais 1 sans 2. Vous vous souvenez qu'en 2009, lorsqu'on a proposé le code de la famille et des personnes au Mali, la même confrérie, le Haut Conseil islamique, est monté au créneau. Dans un état de droit, un état laïque. Il avait fait reculer. Voilà, dans un état laïque, où le code stipulé donnait un certain nombre
de garantie aux femmes. C'est-à-dire qu'on essayait d'égaliser un peu un certain nombre mais de ça choses. c'est normal, on ne va pas revenir. Oui, non, je comprends. Non, c'est pour dire que c'est la pression. Oui. Non, je comprends. Si le peuple n'est pas d'accord avec ce que l'Assemblée nationale vote, voilà, je comprends. Voilà, c'est légitime que ce peuple sorte pour réclamer ce qui lui convient. Voilà, en son temps, c'est la même confrérie qui est montée au cœur. Alors, on va laisser cette confrérie et puis parler donc du Premier ministre. Voilà, donc la confrérie a eu la tête. Pour moi, là où elle est. Oui, pour moi, c'est le Haut Conseil qui a eu la tête. Oui, c'est vrai que le RPM, non, c'est un artifice. Oui, pour moi, c'est un artifice. Mais si un parti présidentiel réclame la tête du Premier ministre, c'est comme si le MPP aujourd'hui réclamait la tête. Non, il y a eu des sous-bassements, il y a eu d'abord des manifestations. Mais ça veut dire quand même que c'est gravissime. C'est gravissime. Donc, on va écouter. Tu as dit quelque chose qui est la vérité, qui est en partie en fait qui confirme ce qu'il dit. Il a été sacrifié en fait. Oui, mais c'est comme ça. C'est infusible. C'est infusible, c'est vrai. Mais en réalité, la vérité, c'est le Haut Conseil islamique qui a eu la tête de Boubaye Maïga. Voilà. Parce que c'est depuis longtemps ils ont demandé sa tête. Il a même envoyé Mais pourquoi le RPM, le parti présidentiel, s'est engouffré dans la base de la confrérie? C'est pas bien parce que la relation avec les mais aujourd'hui, si vous avez un parti au pouvoir qui a quand même un minimum de gars qui réfléchissent, qui sont intelligents, ils savent que dans cette situation, pour sauver le parti et sauver les meubles du pouvoir, il faut sacrifier le Premier ministre par tous les moyens. Et c'est ce qui est arrivé à alors le parti au pouvoir accusait également le Premier ministre de vouloir peut-être déstabiliser même le parti. Mais c'est tout cela parce que le Conseil islamique au Mali constitue une puissante organisation, une force politique qui est courtisée par tous les acteurs politiques. On a vu la mobilisation du 10 février. Donc, du coup, le parti au pouvoir n'avait d'autre choix s'il veut continuer effectivement. Parce que n'oubliez pas qu'il y a une perspective d'élection législative qui se prépare. Et le parti au pouvoir ne veut pas sacrifier sa majorité pour défendre le poste de Boubaye Maïga. Oui, mais je suis d'accord avec ce que Dieudonné a dit. Pour moi, c'est le leadership même du président Ibrahim Boubacar qui est en jeu. En 6 ans, il a consommé, excusez-moi l'expression, 6 premiers ministres. Certains qui n'ont même pas fait un an. Même pas fait un an. On ne peut pas travailler dans la durée pour le développement avec une telle instabilité. Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'effectivement, même dans son propre camp, le RPM lui en veut d'être allé chercher un premier ministre qui n'est pas de son camp, qui était dans un camp d'un parti minoritaire, l'ASMA, et avec la puissance de son poste, il a commencé à débaucher des députés du RPM. Et des cadres aussi. Du coup, la motion de censure a été déposée par le RPM, soutenue par l'opposition et par l'ADEMA. Donc, sans doute pas le président. Soutenu par le président. Le fils du président, Ibrahim Keïta, qui est président, Karim Keïta, qui est président de la commission de défense, il était au devant pour déposer la motion de censure. Donc, en arrière-fond, en réalité, on se demande si ce n'est pas une occasion qui a été donnée en or à Ibeka de se débarrasser de oui, mais depuis la nomination de Boubaye Maïga, il n'a jamais rencontré l'assentiment du parti majoritaire. Mais pour une raison simple. Mais il a sauté, c'était un fusible qui a sauté à un moment où la pression était telle que le président... Parce qu'au départ, quand les gens ont commencé, étaient dans la rue, ils ont demandé la tête même du président. Il y avait un cas où on a demandé la tête du président. Oui, mais ça, c'est compte tenu de la bronca de l'URD, de Soumaïla Cissé. On a demandé la tête du président. Le président a offert la tête de son premier ministre. Pour calmer la situation. 20 secondes. Je veux dire que, effectivement, ici, c'est la responsabilité quand même de IBK. Parce que c'est quoi? Quand vous dites que Boubaye n'avait pas l'assentiment du RPM, mais il y a eu un Premier ministre qui avait vraiment le feu vert de ce RPM, la Moussa Mara. Mais quand il est allé au nord et que ça tirait, on a dû l'exfiltrer. Quand il est venu, Ibeka l'a sacrifié, le même Moussa Mara. Donc aujourd'hui, c'est vrai que Ibeka a été reconduit, mais je crois qu'il gagnerait vraiment à mieux s'affirmer, parce que déjà, dès le premier mandat, les Maliens ont dit qu'ils se sont fait yabo. Yabo, c'est quoi en Bambara? Ça veut dire autogol. Il ne faut pas que
Ce deuxième mandat-là, les Maliens disent encore que c'est un deuxième Yabon, un deuxième Opogol. Mais justement, est-ce que c'est pas tout ça qui se joue parce que voilà, donc je pense que Ibeka intérêt vraiment aujourd'hui à stabiliser son sérail politique pour pouvoir gouverner quand même pour... D'accord, alors il nous reste très peu de temps pour gérer, donc pour passer, donc, oui, une seconde. Ils ont, le Haut Conseil, au cours des meetings au stade, ils ont dit clairement, ou alors on sacrifie le Premier ministre, ou bien c'est la tête du président qu'on demande. Donc du coup, effectivement, le président a fait le choix. Voilà, il y avait un choix. Il a fait le choix. Le Premier ministre a sauté. Le président. Il a sauté le sujet. On va clôturer donc ce chapitre et puis parler donc de la Libye qui est voisine donc du Mali, donc qui est donc en guerre depuis que donc le maréchal Haftar a décidé donc de rentrer donc à Tripoli et de prendre en tout cas le contrôle de cette ville par la force. On est donc à plus de 200 morts actuellement. Alors que pensez-vous donc de la décision de ce maréchal-là, donc de passer par la force pour, on va dire, restaurer donc l'autorité en Libye? Zoubaviel. Oui, je pense que, qu'est-ce que je vais dire? Une guerre n'est pas salutaire, mais quand même, la Libye était forcément obligée de passer par là pour créer une stabilité. Aujourd'hui, vous avez deux régimes, un pays qui a deux têtes. Haftar est dans l'Est avec ses milices. Vous avez un gouvernement relativement impopulaire qui est reconnu par la communauté internationale. Alors, cette communauté internationale avait pensé à un moment donné que ce monsieur pouvait garantir leurs intérêts, créer une stabilité et garantir leurs intérêts. Alors, il s'est trouvé que c'est quelqu'un qui ne rentrait pas dans cette camisole-là. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Vous voyez, ces derniers temps, on cite même des forces étrangères qui accompagnent le président Haftar, qui lui-même est l'ami de l'Égyptien, et même Donald Trump tout dernièrement, qui a appelé Haftar pour lui. Donc aujourd'hui, tout le monde a besoin, c'est comme si on créait la condition aujourd'hui pour restaurer une stabilité en Libye, quitte à ce que ce soit un homme fort, un dictateur, mais la stabilité peut-être... Alors, il faut quoi? Il faut la discussion politique, il faut la guerre pour en finir avec cette crise au Mali, ou comment? Oui, c'est aux Libyens de gérer ça. Mais je voulais juste féliciter Nicolas Sarkozy d'avoir créé la situation actuelle. Le féliciter. Oui. Non, mais il faut qu'il assume ce qui se passe actuellement, parce qu'il est grandement responsable de ce qui s'est passé là-bas. Mais il n'a pas droit à des félicitations. Non, mais je veux dire, c'est de l'ironie que je suis en train de faire. Mais il faut que ça soit clair dans la... Non, oui, mais évidemment, parce que aller... Il faut être clair. Sur le plateau. Bien sûr. D'accord, parce qu'aller déboulonner, comme ils l'ont fait, Kadhafi, sans mandat de l'ONU, le mandat de l'ONU est venu avaliser ça après, et ça a donné l'appareil que nous avons connu par la suite, et même ce que nous vivons aujourd'hui au Burkina, ici, en termes de terrorisme. Donc, aujourd'hui, les Libyens sont obligés de passer par la guerre entre eux pour trouver la stabilité. Mais je pense qu'on aurait pu faire l'économie de ce qui se passe là, si à l'époque, parce que Jean-Pierre l'a expliqué clairement, on avait écouté la solution que l'Union africaine avait proposée et que Kadhafi s'apprêtait à accepter. Donc il a voulu même prendre son avion pour y aller, on a menacé de l'abattre dans l'avion, donc là, ça s'est passé. On voit aujourd'hui internationale qui est assez divisée sur cette question. Elle est totalement responsable, mais grandement à 75% responsable de ce qui se passe à Libye. Oui, vraiment, en 30 secondes. C'est malheureux, mais ce qui se joue en Libye, en fait, c'est un affrontement des intérêts autres que des intérêts étrangers au peuple libyen. En fait, la communauté internationale s'affronte entre les deux belligérants en Libye, en lieu et place du peuple libyen. Haftar, quand il est appelé par Donald Trump, le président des États-Unis, soutenu par Poutine, donc la première démocratie, si je peux m'exprimer, et la première dictature du monde qui s'accorde sur un homme pour... mais il faut se poser beaucoup de questions. Est-ce que ce qui se joue, au moins pour une fois, la Russie et les États-Unis se sont accordés que leurs intérêts sont sans doute entre les mains de Haftar et que le gouvernement de Tripoli ne fait pas les raccords. Quand on dit que le gouvernement à Tripoli est reconnu par la communauté internationale, quelle communauté internationale, si le Conseil de sécurité n'est même pas capable de s'accorder sur une simple résolution... Deux pays des membres du Conseil de sécurité qui soutiennent Haftar. Donc du coup, j'ai bien peur que le sort du peuple libyen ne préoccupe personne au niveau de ces grandes puissances-là et qu'on soit obligé d'assister impuissant au massacre entre Libyens
jusqu'à ce que quelqu'un puisse triompher. Gagner cette guerre, comme peut-être ce qui s'est passé en Syrie. Oui, le dernier mot. Chacun savait que de toute façon, cet attelage bicéphale-là ne pouvait pas continuer en Libye. Haftar, Sarraj, c'est un attelage bicéphale qui ne pouvait pas tenir la route. Mais effectivement, aujourd'hui, ceux qui ont mis et qui ont assassiné Kadhafi et qui ont mis la Libye sans dessous, et nous-mêmes, voilà, nous les pays du Sahel, nous payons le prix parce que les terroristes, c'est les supplétifs de l'armée kadhafienne. Justement, est-ce qu'il ne faut pas craindre un enlisement qui va répercuter sur tout le Sahel? C'est le service après-vente. Les Occidentaux sont pressés quand même d'assurer le service après-vente. Le service après-vente, c'est quoi? C'est les grands chantiers qu'il faut reconstruire, c'est le pétrole. Or, ça traîne. Bon, on avait cru que Sarraj, il allait faire l'affaire. On a vu. Donc, aujourd'hui, les Occidentaux veulent accélérer l'accès de ce service après-vente-là, malheureusement, au détriment de la vie des Libyens. Mais ainsi va la réelle politique. Merci en tout cas à tous pour vos différentes interventions à débat de presse qui arrive donc à son terme. Merci à vous qui nous avez suivis donc de chez vous. L'émission donc est arrivée donc à son terme. J'étais sur le plateau très rapidement avec Zoubaviel David Dabiré de la télévision du Burkina, Joacin donc Vokuma donc de Kasseto.net, vraiment Ouedraogo du journal Le Reporter et de Dieudonné Zoungrana de Aujourd'hui au Faso. Bonne fête à tous. On se retrouve dimanche prochain si Dieu le veut.